Un peu partout dans le monde, la décentralisation a participé au développement économique et social des régions et des collectivités locales. Le Maroc, à son tour, s'est engagé dans ce vaste chantier qu'est la régionalisation avancée. À y regarder de plus près, le système de gestion financière locale croule sous un maquis de règles et de procédures juridiques au lieu de développer une logique de liberté dans la responsabilité. La fiscalité territoriale au Maroc est marquée par la multiplicité des taxes qui sont difficiles à gérer, ce qui se traduit négativement sur le développement économique des régions. Pour voir plus clair, l'équipe de Ecoactu.ma a rencontré Michel Bouvier, président de Fondafip. Monsieur Michel Bouvier, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ecoactu.ma. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de la Fondafip et directeur de la Revue française des finances publiques et bien sûr chercheur émérite en la matière. Notre rencontre d'aujourd'hui coïncide avec la parution de la 17e édition de votre ouvrage Les finances locales et c'est une question qui revêt une importance cruciale au Maroc, qui ambitionne de faire des régions des pôles de compétitivité. Or, en l'absence d'une fiscalité locale, est-ce que cela ne risque-t-il pas de compromettre aussi bien ces ambitions qu'un grand chantier qu'est la régionalisation avancée ? Vous le savez, c'est une banalité de le dire, pour développer une politique publique quelle qu'elle soit, il faut de l'argent. Le choix qui a été fait au Maroc, c'est de régionaliser, on appelle la régionalisation avancée, mais ça ne concerne pas que les régions, ça concerne également les communes, et éventuellement également d'ailleurs les provinces et les préfectures. Mais ça concerne aussi au premier chef les communes. Et donc par conséquent, il faut voir que tout ça fait un ensemble. Alors, je crois que c'est un bon choix qui a été fait par le Maroc de s'engager dans cette direction-là, parce qu'on s'est bien aperçu un peu partout lorsque la décentralisation a été mise en place que le développement économique a beaucoup bénéficié de la décentralisation. La seule question qui se pose, et elle est de taille, c'est de savoir comment financer la décentralisation et quelles ressources attribuer aux différents niveaux de collectivités territoriales, et notamment aux régions et notamment aux communes. Il n'y a aucun doute que l'économie marocaine et la croissance de cette économie devrait bénéficier de cette politique de régionalisation avancée. Justement, Monsieur Bouvier, comment concevoir des politiques fiscales en faveur des régions? Et est-ce qu'il n'est pas judicieux que chaque région ait sa propre politique fiscale en fonction de ses forces, de ses faiblesses, voire même de son avantage concurrentiel? Alors, en ce qui concerne la politique fiscale, ça veut dire que ça suppose déjà que les régions aient une fiscalité qui leur est propre, ou est une partie d'un impôt d'État, ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, une partie d'un impôt d'État qui leur soit redistribué. À partir de là, la collectivité région va pouvoir développer une politique fiscale. Et c'est tout à fait exact que si on considère les différentes régions du Maroc, elles sont extrêmement différentes les unes des autres, et donc par conséquent, chaque région doit développer une politique fiscale en fonction du potentiel qui est le sien. Et certaines régions sont des régions de montagne ou des régions côtières, et la vie économique et même l'aspect social de les régions n'est pas le même. Et donc par conséquent, les gestionnaires de ces régions et les décideurs de ces régions doivent mener des politiques qui soient des politiques adaptées à chaque caractéristique de leur territoire. C'est pas une chose simple, mais c'est une nécessité, et c'est même un besoin urgent d'y penser d'ailleurs. Alors, vous avez rappelé à juste titre que toute politique a besoin d'être financée. La question des finances revient en long et en large, et il y a matière, il y a beaucoup de littérature concernant la fiscalité régionale, et il y a l'une d'elles qui dit que le déficit public ou l'endettement important d'un État peut entraver, ou là du moins ralentir la transition vers une fiscalité, on va dire, locale. Jusqu'à quel point partagez-vous cet avis ? Mais en fait, la question qui se pose avec la dette, c'est que
si un État souhaite conserver dans les périodes qui sont les nôtres, qui sont des périodes pas faciles, où le développement économique ne génère pas nécessairement le volume de ressources indispensables pour le développement local. Dans la situation donc qui est la nôtre, si les États souhaitent conserver le même niveau de vie à leur population, et donc satisfaire dans les mêmes termes les besoins de leur population, la réaction immédiate, ça va être de s'endetter, c'est-à-dire d'emprunter et de s'endetter. La question qui se pose avec la dette, c'est qu'une dette, elle génère toujours, vous le savez bien, des intérêts et une charge. Et cette charge va s'ajouter aux autres charges. Et il risque de se passer un phénomène que l'on appelle d'abord un effet de ciseau. L'effet de ciseau, ce sont des recettes qui évoluent moins vite que les dépenses. Et cet effet de ciseau peut être amplifié par un endettement trop important, parce que va se produire ce qu'on appelle un deuxième effet, c'est-à-dire un effet boule de neige. Vous allez emprunter, les charges vont augmenter, donc par conséquent, vous allez réemprunter et de nouveau les charges vont augmenter. Et donc, par conséquent, vous êtes là dans un système abominable, il faut en sortir. Et donc, il faut éviter il faut maîtriser la dette, quoi. Et si vous ne maîtrisez pas la dette, ça va retentir effectivement sur tous les aspects de la vie sociale, économique, politique, enfin, sur l'ensemble de la société, quoi. Donc, c'est un préalable. Je crois qu'il faut arriver, il faut être très vigilant par rapport à la maîtrise de la dette et donc par rapport à la maîtrise du déficit, parce que la dette, elle est générée par un déficit. Si on n'a pas besoin, c'est d'une grande banalité de le dire, puisqu'on n'a pas besoin d'emprunter si on a suffisamment d'argent. Il faut savoir gérer tout ça. Il faut savoir aussi gérer sa trésorerie en fonction de ça. Et c'est un problème pour certaines collectivités locales au Maroc que je connais, mais d'abord depuis des années. Je vous citerai pas lesquelles, mais certaines collectivités que j'avais étudiées il y a très très longtemps ont toujours une trésorerie très abondante. Ça veut dire qu'on pourrait faire quelque chose avec cet argent. Autre fait important à signaler, c'est que la fiscalité territoriale reste marquée par la multiplicité des impôts et taxes qui restent souvent difficiles à gérer. Oui. D'ailleurs, dans une ville comme Casablanca, il est recouru à une SDL pour procéder à la gestion de ces impôts et taxes. Est-ce qu'il n'est pas, d'après vous, plus opportun de procéder à la consolidation de tous ces impôts et taxes? Et si vraiment on souhaite le faire, comment procéder et de quel pays pourrons-nous nous inspirer? Il y a effectivement... il faut arriver à simplifier le système fiscal local. Il faut le simplifier parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop d'impôts, beaucoup trop aussi de niches fiscales également, c'est-à-dire d'allègement d'impôts. Et il faut de dépenses fiscales, effectivement. La fiscalité dérogatoire, donc plus le nombre d'impôts qui existent ici, les nombreux impôts, et puis il faut ajouter aussi les redevances qui sont aussi très nombreuses et qui se rajoutent encore à la fiscalité. Il faut que la réforme fiscale locale simplifie tout ça et distingue peut-être entre impôts immobiliers, impôts sur les entreprises, etc. et arrive à faire en sorte que, sans gêner pour autant le développement économique et donc sans gêner les entreprises, puisse être suffisamment clair pour les contribuables. Il faut aussi que les contribuables ils voient aussi les résultats de cette fiscalité. Je veux dire, vous payez des impôts, mais il faut aussi que vous ayez un service qui soit en rapport avec les impôts que vous payez. Qu'il y ait une contrepartie. Donc il y a une contrepartie, oui. Sinon, il y a un rejet de l'impôt très rapidement. C'est classique. Alors, pour revenir au rôle central, on va dire, de l'État, qui dit fiscalité régionale ou fiscalité locale, dit qu'il y a derrière une autonomie décisionnelle. Or, au Maroc, de quelle marge de manœuvre disposent les collectivités locales lorsqu'on sait que la chose publique, notamment toutes les politiques publiques et sectorielles, sont décidées au niveau central? Et puis, juste pour rappeler que l'année dernière, justement, on parlait de la souveraineté de l'État comme thème principal du colloque des finances publiques. Dans quelle mesure cette autonomie peut être perçue comme une atteinte justement à cette souveraineté?
Alors, c'est un gros problème, parce que le problème que vous soulevez là, et c'est celui en fait de l'autonomie financière des collectivités locales. Il faut d'abord savoir de quoi on parle quand on parle d'autonomie financière des collectivités locales. L'autonomie financière des collectivités locales est composée de deux éléments en fait. D'une autonomie que l'on appelle l'autonomie de gestion, qui est la liberté de gérer librement les fonds dont on dispose. Par exemple, vous parlez d'un emprunt, les sommes empruntées, ou les dotations, les subventions qui sont versées, ou le produit des impôts que reçoit la collectivité locale. Il faut qu'il y ait donc une autonomie de gestion. À cette autonomie de gestion doit être associée aussi une formation des personnels qui ont en charge la gestion, voire même d'ailleurs des élus. Les élus ne sont pas là pour gérer, mais enfin, il faut quand même qu'ils connaissent et qu'ils aient certaines bases de la gestion locale. Donc, par conséquent, la première étape de l'autonomie financière, c'est d'abord l'autonomie de gestion, c'est le socle, si vous voulez, sur lequel doit reposer la décision. Je parlais tout à l'heure des excédents de trésorerie de certaines collectivités, c'est parce que là, il y a un problème de gestion. Une trésorerie, ça doit se maîtriser et ça doit se gérer. Donc, par conséquent, l'autonomie financière, c'est d'abord l'autonomie de gestion. Et la responsabilisation des collectivités locales, elle passe d'abord aussi par cette autonomie de gestion. Les collectivités locales, si elles sont suffisamment majeures pour gérer, elles doivent pouvoir gérer des sommes globales et librement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'autonomie fiscale. C'est-à-dire, en fait, est-ce que les collectivités locales peuvent peuvent détenir, peuvent avoir des impôts qui leur sont propres. Les impôts qui leur sont propres, ça veut dire que ce n'est pas une partie du produit de l'impôt d'État qui leur est reversé, mais vraiment leurs impôts. Générés au niveau de la collectivité. Oui, au niveau de la collectivité, et pas forcément gérés par la collectivité. C'est le cas de certains impôts locaux ici qui sont gérés par la Direction générale des impôts, par exemple. Bien, ça, c'est un autre problème. C'est la question de l'autonomie fiscale. Quelle marge d'autonomie on va donner aux collectivités locales? Ça peut aller sur des impôts propres, ce à quoi peut être associé d'ailleurs le droit de voter le taux de ces impôts. Et dans certains pays, c'est même le droit de modifier les règles fiscales. Mais excusez-moi, oui. Ici au Maroc, c'est pas le cas. Dans l'article 71 de la Constitution, il est clair que c'est le pouvoir législatif qui détermine les impôts. Ça n'empêche pas ça. Là, il est clair, à peu près dans toutes les constitutions, le pouvoir fiscal appartient au législatif, c'est-à-dire au Parlement, en fait. Mais le Parlement peut, vous parlez du vote des impôts, là. Oui. Oui, parce que moi, les impôts propres sont votés par le Parlement. Par exemple, au Maroc, on décide de créer un impôt, je ne sais pas, sur les tapis pour les collectivités locales, et il sera voté par les parlements, et ce sont les collectivités locales qui vont le gérer. Le Parlement peut déléguer, par contre, une partie de son pouvoir fiscal aux collectivités locales, mais ça doit passer par une loi. Ils peuvent décider, par exemple, que les collectivités locales aient le droit de voter le taux de cet impôt sur les tapis, alors que c'est une prérogative parlementaire. Ça relève du droit du consentement de l'impôt, c'est-à-dire ce qu'on appelle, en termes juridiques, le principe de légalité, en un seul mot. De légalité fiscale, ça veut dire que c'est la loi qui fait l'impôt. La légalité, ça veut dire que c'est la loi qui fait l'impôt. Mais ça n'empêche pas que les collectivités locales détiennent des impôts qui leur sont propres. C'est le Parlement qui va le décider. Par contre, vous avez raison en ce qui concerne le taux ou éventuellement les règles d'imposition qui pourraient être modifiables. Mais alors là, il faudrait que ce soit le Parlement qui le décide, cela. Donc, par conséquent, le deuxième volet, si vous voulez, de l'autonomie financière, c'est l'autonomie fiscale. Alors, la question qui se pose là, c'est quel est le degré des collectivités locales et quelle est la possibilité des collectivités locales pour gérer une fiscalité qui leur est propre. Il y a des préalables pour cela. Je veux dire qu'il faut quand même qu'on ait affaire à des gestionnaires locaux suffisamment avisés et à des décideurs locaux qui soient eux-mêmes suffisamment avisés pour développer des politiques fiscales à partir d'impôts qui leur seraient propres. L'autre solution, c'est de balancer une partie d'impôts
je veux dire d'équilibrer d'une certaine manière, une partie de fiscalité propre et puis une autre partie soit de produits d'impôt d'État reversés aux collectivités locales, c'est ce qui se fait avec les 30% TVA au Maroc, soit de reverser tout simplement des dotations qui ne peuvent ne pas être du tout indexées sur le produit de tel ou tel impôt, que ce soit l'impôt sur les sociétés, on parlait des régions tout à l'heure, ou de tel autre impôt. Mais il faut être très prudent là-dessus. Là, si on considère ce qui se passe un peu partout maintenant, la tendance, elle est quand même plutôt à faire remonter le pouvoir fiscal au niveau des États plutôt que de le diffuser au niveau des collectivités locales. Et même l'approbation des budgets, elle reste, L'approbation des budgets locaux, elle reste tributaire de l'aval des ministères de tutelle administratifs et financiers. La question du contrôle a priori ou a posteriori, c'est une question qui est liée à l'autonomie financière des collectivités locales. Si les collectivités locales sont suffisamment aptes à gérer correctement et rationnellement, avec prudence, etc., leurs finances, il n'y a aucune raison de maintenir un contrôle a priori. Le contrôle a priori est fait simplement parce que dans certains pays ou dans certains cas, les collectivités ne sont pas à même de gérer correctement leurs fonds. Ça veut dire que, en fait, il faut qu'il y ait derrière tout ça une formation solide à la gestion des gestionnaires, c'est-à-dire de ceux qui gèrent en pratique les fonds, mais aussi des décideurs locaux pour qu'on ait vraiment une responsabilisation qui fonctionne dans un pays. Justement, en parlant de décideurs locaux, ce serait très intéressant de voir quel regard jetez-vous sur l'organisation actuellement au niveau de la région insufflée par le projet de régionalisation avancée, c'est-à-dire la présence d'un président de région qui est élu, d'un maire qui est élu, en plus, bien sûr, des acteurs publics locaux. Est-ce que ça me paraît tout à fait normal et tout à fait justifié. Alors là, moi, je pense que la décentralisation, comme je vous le disais au départ, participe du développement économique et du développement social d'un pays. La question après est de savoir si on donne les moyens financiers à ces collectivités territoriales, mais aussi les moyens de gérer tout ça. Et on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le socle qui est, à mon avis, l'autonomie de gestion. C'est pas simple de décentraliser. Faut être suffisamment responsable pour cela. Et puis par ailleurs, on parlait tout à l'heure d'autonomie fiscale, il faut faire attention à une chose, c'est que si on donne une autonomie fiscale, si on décide de donner une autonomie fiscale importante aux collectivités locales, et notamment si on leur permet de voter les taux d'imposition, il ne faudrait pas non plus que d'un autre côté, l'État continue à développer une fiscalité lourde pour les contribuables qui viendraient s'additionner avec celle des collectivités locales. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait une coordination entre une cohérence, donc une coordination entre l'État et les collectivités locales. Et je crois qu'il serait utile de penser sinon à des institutions, tout au moins en tout cas à des moments de rencontre entre les élus locaux et les représentants de l'État pour coordonner les décisions qui sont prises, aussi bien en matière de dépenses qu'en matière de recettes. Il faut que les finances publiques, vous savez, c'est un tout, mais c'est un tout qui est composite. Ce sont les finances de l'État, des collectivités locales et même de la sécurité sociale. Donc par conséquent, tout ça fait un ensemble. Si vous touchez à un morceau de cet ensemble, vous touchez au reste. Et donc par conséquent, il faut être très prudent lorsqu'on touche aux finances publiques. Et il faut mettre en place, sinon une institution lourde, forte, en tout cas des lieux de coordination, on peut appeler ça des conférences nationales, où se rencontreraient l'État et les collectivités locales, par exemple, pour discuter des décisions et à prendre qu'ils souhaitent prendre au niveau
par exemple la fiscalité. C'est ce qui expliquerait en partie le train que prend ce grand chantier au Maroc. Effectivement, ce n'est pas chose aisée de basculer d'un modèle vers l'autre. C'est pas simple, et puis lorsqu'on fait une réforme, lorsqu'on veut faire une réforme fiscale, bon, il faut d'abord la penser, il faut simplifier, vous avez tout à fait raison d'avoir posé cette question-là, mais il faut aussi ensuite faire des simulations et voir quels sont les résultats concrets, ou en tout cas estimés par la simulation de ce qui est souhaité d'être mis en place. Je veux dire que l'objectif, c'est quand même que les collectivités locales aient de l'argent et des finances. Donc si la simulation montre que ça ne marche pas, il faut réfléchir un peu autrement. Il faut aussi associer les collectivités locales à la réforme. Il faut les réunir. Alors, la régionalisation, plus globalement, et la fiscalité locale est promue comme un levier de développement économique des métropoles au niveau du Maroc. Or, la crainte, c'est que cette compétitivité ne creuse davantage le fossé entre des régions qui sont plus avantagées que d'autres. Oui. Là, c'est vrai. Comment gérer ce risque? À partir du moment où on décentralise, et à partir du moment où on décentralise notamment des moyens de financement, comme la fiscalité, il est de toute façon systématiquement constaté qu'il y a des inégalités entre collectivités. Vous avez des populations d'abord qui sont plus riches que d'autres, ou certaines vous avez moins médias avec beaucoup d'industries. Enfin, bon, vous avez évidemment des grandes différences entre collectivités locales sur le plan économique et social. Donc par conséquent, dans ce cas-là, évidemment qu'il va y avoir des inégalités de ressources, ce qui pose une autre question, c'est celle de la péréquation, c'est-à-dire faire en sorte que d'égaliser, si vous voulez, d'essayer pas d'égaliser totalement, mais en tout cas de réduire les inégalités entre collectivités locales. Péréquation, ça veut dire péréquer, ça veut dire faire l'égalité. Et là, il y a deux sortes de péréquation. Il y a deux sortes. Est-ce que la péréquation verticale de l'État vers les collectivités ou vers les régions, ou c'est entre régions? Oui. Alors la péréquation, elle peut être verticale ou horizontale, vous avez parfaitement raison. La péréquation verticale, ça veut dire effectivement que c'est l'État qui péréque à travers une dotation. Je parlais du 30% TVA, par exemple, c'est le cas. Et la péréquation horizontale, ça consiste à prendre un peu chez les unes pour redonner aux autres. Alors, si on parle de péréquation horizontale d'abord, il faut faire très attention parce que la péréquation doit se faire en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, de critères, si vous voulez, qui sont soit des indicateurs ou des critères de richesse, mais aussi des critères de charge. Vous pouvez avoir une collectivité territoriale qui semble très riche parce qu'il y a, par exemple, je l'ai dit, beaucoup d'industries sur son territoire, mais qui a des charges très importantes, et donc par conséquent qui va vous dire, d'accord, vous me prenez de l'argent parce que vous me considérez comme plus riche, parce que mon potentiel fiscal est plus élevé que celui de ma voisine, ok, mais j'ai aussi des charges beaucoup plus importantes. Donc il faut prendre en compte aussi les critères de charge, et mettre en place ce qu'on appelle un critère global qui permet, synthétique, qui permet d'évaluer ce qui doit être repris chez les uns pour reverser chez les autres. C'est très important la question des critères pour la péréquation financière. On ne prend pas non seulement d'ailleurs la fiscalité, on peut prendre aussi d'autres éléments de financement, la dotation. Alors, pour conclure, une dernière question, on va dire, pour la route. On revient quand même à votre ouvrage, qui est un travail académique formidable et qui tire beaucoup d'enseignements, mais il y a quand même un constat qui nous a laissé un petit peu perplexes. Alors, je cite, vous dites que la succession d'un mouvement de construction et de déconstruction de l'État n'a pas abouti à une forme stable, intégrant de manière harmonieuse pouvoir central et pouvoirs locaux, hein, au pluriel. Est-ce qu'on risque pas de passer encore plusieurs décennies à tourner dans ce cercle vicieux pour trouver... Non, je crois que les nécessités économiques et financières vont obliger à s'interroger. Alors, cette question, c'est vrai que
si on regarde les choses de façon, disons, depuis une quarantaine d'années environ, c'est-à-dire en fait depuis les premiers chocs pétroliers, 73 et 79, 45 ans à peu près, on s'aperçoit que l'État s'est déconstruit, c'est-à-dire que c'est décentralisé en fait, le pouvoir central s'est affaibli, et la décentralisation a pris un peu partout. Mais je trouve, c'est mon avis, hein, que trop souvent l'État et les collectivités locales se regardent, pardonnez-moi l'expression, mais en chien de faïence. Je crois, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, je crois également qu'il faut mettre en place justement des lieux de régulation, c'est-à-dire en fait des lieux où se rencontrent l'État et les collectivités locales. Je trouve absolument anormal que les collectivités locales considèrent que l'État est là pour leur imposer un certain nombre de choses, et vice-versa, que l'État considère que les collectivités locales sont des gaspilleuses, etc. Non, il faut se parler, et il faut mettre ensemble les problèmes que l'on peut avoir. Instaurer un climat de confiance. Et instaurer comme cela, et vous avez raison, un sentiment de confiance entre les deux. On ne peut pas continuer comme ça, à cliver les acteurs au sein d'une société. Il faut cesser de raisonner en silo. Il faut considérer que nous formons un ensemble et qu'il faut mettre en place des systèmes de communication au sein de cet ensemble. Et donc donner de la confiance aux uns et aux autres. C'est la confiance qui est importante. C'est le mot-clé. Oui, c'est le mot-clé. Donc, merci Monsieur Bouvier d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle, Monsieur Bouvier, vous êtes professeur des finances publiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes président de Fondafip et vous êtes directeur de la Revue française des finances publiques. Merci beaucoup.